Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre JT spécialement dédiée aux catastrophes naturelles. Dans moins de 3 mois, se déroulera à Paris la grande conférence sur le climat, avec pour objectif un accord de réduction des gaz à effet de serre au niveau mondial. Le monde de l'assurance est particulièrement concerné. Nous consacrerons donc cette édition aux enjeux climatiques. Sans plus attendre, voici les titres. Pour commencer, nous ferons un rappel des enjeux climatiques et de l'importance de la COP21. Nous allons ensuite nous intéresser de plus près au lien entre le dérèglement climatique et des catastrophes naturelles. Enfin, nous donnerons la parole à 2 invités, Bernard Spitz et Pascal Demurger, respectivement président et vice-président de l'Association française de l'assurance. Pour commencer, un rappel des enjeux climatiques et de l'importance de la COP21. La lutte contre le changement climatique concentrera toute l'attention cette fin d'année à Paris. Des milliers de délégués et d'observateurs sont attendus sur le site du Bourget pour 2 semaines de négociations. On appelle cette conférence COP21, la 21e conférence annuelle des Nations Unies, réunissant 196 parties prenantes. Son but, limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés d'ici 2100 par rapport à la fin du 19e siècle. Appelée Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique CCNUCC, elle fixe comme principe de stabiliser le gaz à effet de serre pour éviter des interférences dangereuses avec le climat. 23 ans après la conférence de Rio qui avait donné le coup d'envoi d'un programme mondial de lutte contre le réchauffement climatique, la COP21 apparaît comme être l'ultime occasion pour trouver un accord mondial et contraignant. Il devrait entrer en vigueur en 2020 et devrait être durable pour une évolution de long terme. On attend de cette conférence internationale que chaque pays présente sa contribution nationale à cet effort mondial en fonction de ses besoins et capacités. Un accord devrait être trouvé sur le financement de la transition énergétique. Un fonds vert de 10 milliards de dollars existe déjà. Il doit atteindre les 100 milliards pour aider principalement les pays émergents et en développement. Des initiatives privées de chaque pays venant des ONG, des entreprises, doivent venir compléter l'accord. C'est l'agenda des solutions. Le constat des scientifiques du GIEC est alarmant. Dans son dernier rapport, il rappelle que la température mondiale moyenne a déjà augmenté de 0,89 degrés depuis 1901. On peut s'attendre à des hausses supplémentaires de 0,3 à 4,8 degrés pour 2100. Le GIEC, le groupement des experts, des scientifiques sur le climat, nous a donné cette limite acceptable pour que nos conditions de vie, nos conditions de développement restent supportables selon les modèles que nous avons aujourd'hui, d'autant que nous sommes déjà 7 milliards et 300 400 millions de personnes et nous serons presque 10 milliards en 2050. Donc dans nos modes de vie, si on veut préserver une surface de terrain, si on veut préserver une alimentation, des capacités de se déplacer, 2 degrés, c'est la limite. Les concentrations de CO2, de méthane et de protoxyde d'azote n'ont jamais été aussi élevées auparavant. La responsabilité de l'homme dans ce dérèglement est avérée à 95%. Les océans absorbent une grande part de ces émissions et l'énergie accumulée. Ils subissent un réchauffement jusqu'en profondeur et une acidification. La calotte glaciaire diminue dangereusement. On peut craindre une disparition de la banquise arctique vers 2050. D'après les dernières projections revues nettement à la hausse, le niveau de la mer pourrait ainsi s'élever de 26 à 82 cm avant 2100. Ce qui est très clair dans beaucoup de pays du monde, c'est qu'il y a une prise de conscience. Et qu'il y a une prise de conscience qui est, on voit ça en Chine par exemple, dans les opinions publiques très fortes, pour dire à leurs responsables politiques, maintenant il faut prendre des décisions, il faut agir. Donc Paris, c'est une décision importante, c'est forcément compliqué. Vous imaginez qu'on est 195 pays autour de la table, plus l'Europe, donc 196 parties dans le vocabulaire des Nations Unies, et ces 196 pays dans des états de développement différents, dans des langues différentes, des cultures différentes, doivent se mettre d'accord à l'unanimité. C'est compliqué, mais il y a des avancées, je crois, qui sont en train de se faire. Le lien entre la croissance et le dérèglement climatique ne fait plus de doute. Mais peut-on faire ce même lien entre le dérèglement climatique et des catastrophes naturelles de plus grande ampleur ? Voici notre reportage. Nous avons tous en mémoire la canicule de 2003 ou encore la tempête Xynthia de 2010. Le régime CatNat est là pour couvrir une partie de ces risques. Les inondations, la sécheresse, les cyclones dans les départements d'outre-mer sont les périls les plus coûteux en France jusqu'à aujourd'hui. Mais ces catastrophes risquent-elles de se multiplier sous l'effet du changement climatique ? Il est difficile d'établir un lien de causalité directe entre changement climatique et une aggravation des phénomènes naturels extrêmes en termes de fréquence et intensité. La vigilance reste de mise.
L'exposition des populations au catenat s'accroît, elle avec quasi-certitude sous l'effet de l'urbanisation et de l'augmentation des biens assurés. Comment limiter ces risques? Quelle est la réponse assurantielle à cette augmentation des conséquences des catastrophes naturelles? La France possède la particularité d'être dotée d'un panel de dispositifs offrant aux citoyens une couverture complète en cas de catastrophe majeure. Le régime catenat, au cours des 30 dernières années, a été capable de couvrir tous les sinistres, y compris lors des années à forte sinistralité comme l'année 2010 avec la tempête Xynthia ou l'année 99 qui a connu les tempêtes Lothar et Martin et où on a dû également prendre en charge les dommages liés aux sécheresses des années précédentes. Il faut bien voir que le régime catenat français c'est une fusée à plusieurs étages. Il repose sur les assureurs, sur CCR et sur l'État. Et donc la combinaison des trois fait que le dispositif peut couvrir une succession de sinistres majeurs aujourd'hui et dans le futur. Et donc c'est un dispositif qui est très pertinent. Il est très pertinent dans le cas de la France. Et il n'est pas forcément aisément transposable à l'ensemble des pays. Ceci étant, on observe une tendance à la mise en place de partenariats publics-privés du même type ou s'approchant du régime catenat. Et donc la France peut s'enorgueillir de disposer d'ores et déjà d'un tel système depuis plus de 30 ans. La France est l'un des quelques rares pays à s'être doté d'un tel dispositif. On en compte en effet une vingtaine dans le monde, disposant tous de spécificités propres à leurs problématiques nationales. La COP21 sera sans doute l'occasion d'échanger sur ces différents systèmes. Donnons à présent la parole à Bernard Spitz et Pascal Demurger, respectivement président et vice-président de l'Association française de l'assurance. Est-ce que le régime des catastrophes naturelles français, tel qu'on le connaît dans notre pays, sera un sujet de la COP21? Moi, je crois que c'est une belle opportunité pour en parler. C'est un régime dont la France peut s'enorgueillir, très franchement, parce que ça fonctionne bien. En plus, au régime lui-même sont associées des politiques publiques de prévention. Et donc cet ensemble fonctionne bien. Ceci étant, ce sera quand même l'opportunité de recueillir l'avis des uns et des autres, des différentes parties prenantes, et éventuellement d'améliorer le système. De même d'ailleurs que ce sera l'occasion de recueillir l'avis de toutes les parties prenantes sur, d'une manière générale, la prévention des aléas climatiques. D'ailleurs, les assureurs, FFSA et GEMA, travaillent ensemble à l'élaboration d'un livre blanc dont j'espère qu'il pourra être remis à l'occasion de la COP21 et formuler un certain nombre de propositions en la matière. Les enjeux pour la profession de l'assurance sont majeurs. Il y a d'abord les enjeux en matière d'aléas naturels. Et quand on regarde le coût que ça représente pour les assurances, on s'aperçoit que jusque dans les années 2000, on était dans une moyenne d'1,5 milliard par an. Depuis, on est plutôt à 2 milliards. Et nos études montrent que ces chiffres pourraient doubler dans les 20 à 30 années qui viennent. Donc ça, c'est l'élément quantitatif. Alors à quoi est dû cet élément quantitatif? Il est dû d'abord à l'effet d'enrichissement, c'est-à-dire que les dégâts qui sont provoqués correspondent à des biens de plus grande valeur. Mais au-delà de ça, on s'aperçoit effectivement qu'il y a des phénomènes climatiques qui jouent pour beaucoup. Et ils jouent dans tous les domaines de l'assurance. La grêle, par exemple. On a eu un épisode de grêle l'année dernière de 850 millions d'un seul coup. Et vous avez un impact sur l'assurance d'habitation, vous avez un impact sur l'assurance automobile. Les événements climatiques, lorsque vous avez un froid particulier ou à l'inverse une sécheresse ou des inondations, à chaque fois ça fait des dommages pour les biens, pour les habitations, pour les personnes, hélas aussi, ça peut provoquer des drames. Donc on a un impact général. Vous avez aussi des prérequis en matière de construction qui eux-mêmes ont des impacts sur les assurances. Les assureurs sont intéressés de façon évidente par toute cette évolution dont on va discuter à la COP21, à la fois parce que donc, on l'a vu, on est au cœur de la gestion des risques, mais aussi parce que ça représente des investissements de long terme qui ont une vocation à être des investissements structurels et donc qui correspondent tout à fait
à la diversification en termes de gestion d'actifs des assureurs. Vous avez la COP21 qui va être décisive à la fin de l'année 2015 et dès le 1er janvier 2016, l'entrée en application d'une directive qu'on appelle Solvency 2, Solvabilité 2, qui pose toute une série d'obligations prudentielles aux assureurs. Et le paradoxe de cette réglementation, qui date d'il y a 10-12 ans, donc pas forcément en phase avec le temps moderne, c'est qu'elle pénalise en termes de fonds propres l'investissement dans les infrastructures de long terme. Donc vous avez en même temps une Commission européenne qui dit c'est le moment d'investir dans les infrastructures de long terme, les taux d'intérêt sont bas, allons-y, et de l'autre, la même Commission européenne qui met en application une règle qui dit parmi tous les actifs, les investissements possibles, celui qu'on va, enfermer dans les règles prudentielles les plus dures, ça va être cet investissement-là. Donc on est là dans une contradiction évidente. Si on arrive à lever les contraintes qui pèsent, inutiles et excessives, qui pèsent en matière d'investissement, et si on arrive à proposer des investissements utiles, alors les assureurs seront absolument au rendez-vous de ce financement, et je dirais avec même beaucoup de volontarisme en la matière. Cette édition du JT Catastrophes naturelles est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans 3 mois pour un nouveau numéro.